qu'est-ce qu'ils disent? C'est un antioxydant dans les plastifiants comme le PVC. OK, super, mais ça sert à quoi? Salut Mailleux. Salut Daoro. Aujourd'hui, on continue sur des sujets de pollution Mmh. qui seront malheureusement un peu attristants. Donc, pour se remonter le moral, on va boire un peu de thé. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je bois du Gai Matcha, dit premium. Ouh. Celui-ci, il vient de Shizuoka, au Japon. C'est pas la première fois qu'on en boit ici, mais c'est un thé vert, généralement un sencha, il me semble, mélangé avec du riz soufflé. Il s'appelle premium parce que c'est souvent, quand les thés, c'est des thés premium ou ce genre de choses, c'est, en tout cas, moi de ce que j'ai vu, c'est généralement parce que c'est des premières récoltes de l'année. Et donc lui, bah, c'est similaire. D'ailleurs, au Japon, je vois qu'il y a écrit que c'est un terme spécifique qui est Ichi Bencha, première récolte. Il me semble que Ichi c'est 1 et Bencha c'est... Enfin, Cha c'est thé, ça c'est sûr, mais bon. Ichiban, normalement, ça veut dire le numéro 1, donc le premier. Oui, bah Et voilà. Cha, thé, donc c'est vraiment Du le coup, premier thé. Quoi. thé, ouais. Mm. Mais voilà, oui, c'est un thé qui est toujours intéressant, je trouve. En été, il passe très bien, même s'il fait chaud. Mm. Le côté riz soufflé, ce goût en plus, je trouve est assez frais d'une certaine manière. Le thé lui-même qui est utilisé est quand même de grande qualité, donc on a vraiment ce côté sencha, donc avec une note un peu plus marine sur celui-ci, j'ai l'impression. Aujourd'hui, il fait pas forcément très chaud dans mon cas, mais même l'hiver, il passe bien. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle premium. Peut-être qu'ils ont utilisé du entre guillemets vrai sencha et pas le filtre de oh les feuilles là elles étaient un peu cassées donc on peut pas l'utiliser pour notre sencha de grande qualité puis on le réutilise pour le Gain Matcha. Là peut-être que justement non on a vraiment pris le meilleur thé de base tout de suite quoi. Et c'est pour ça que tu le sens probablement plus aussi parce que s'ils ont utilisé les feuilles complètes. Oui, oui. Les aiguilles de thé, je dis aiguilles parce que souvent le sencha, il est manufacturé sous forme d'aiguilles. Elles sont vraiment entières, grandes, donc ça montre que c'est un sencha plutôt de qualité. Plus de soin à la manufacture pour conserver les aiguilles, tout ça, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Je bois le même thé que l'épisode précédent, j'ai pas fait gaffe, donc il y aura pas de nouveauté. C'est un Kamairicha d'Ashikita, la ville dans la préfecture de Kumamoto au Japon. Et Kamairicha, ça veut juste dire que c'est en fait un thé vert. Au lieu d'avoir été stoppé dans son oxydation par chauffage à la vapeur, il est chauffé au wok. Donc c'est un peu la méthode chinoise, ce qui fait qu'il est un peu moins amer. Je crois qu'il y a moins d'amertume et de tanin. Ok. Très floral, là, effectivement, donc c'est tout sympa. Peut-être une petite différence par rapport à l'épisode précédent. D'habitude, je fais infuser tout ça dans une grande tasse avec un grand filtre à thé et le thé direct dedans. Aujourd'hui, je le fais, je sais pas si on peut dire la méthode chinoise, le Gaiwan, c'est chinois. Oui, ouais. Donc c'est un petit récipient en terre cuite, émaillé à l'intérieur, qui fait, là j'ai 1 décilitre en gros, on met directement les feuilles dedans avec l'eau et après on filtre ça en le retenant avec le couvercle. En fait les feuilles de thé on les retient avec le couvercle. Là je l'ai bien chargé, j'ai volontairement mis beaucoup de thé en un peu sur-infusion et j'en suis à la 5 ou 6e infusion là. Ok. Ça donne peut-être des goûts un petit peu différents parce qu'on va extraire les arômes un petit peu différemment et plusieurs fois surtout. Donc on voit l'évolution sur la durée que j'ai pas quand je fais qu'une seule tasse. Et bon, c'est assez chouette, ouais, il est assez plaisant. Je viens de taper Gaiwan version japonaise. J'étais quasiment sûr que les Japonais avaient une version à eux, et apparemment oui. Donc c'est des Shiboridashi, Ok. le nom japonais. Les Gaiwan sont plutôt plus une forme de petit bol, Ouais. assez équilibré en hauteur, je trouve, et ouverture. Alors que là, les Shiboridashi sont plus plats et presque plus assiette à soupe d'une certaine manière. Bon, toute proportion gardée, hein, mais si on a un Gaiwan et un Shiboridashi à côté, on a l'impression d'avoir un bol rond et une assiette à soupe. Ok. Le mieux, c'est d'aller voir sur Google. Vous verrez ce que je veux dire. Ça reste un très gros résumé. Pour rentrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de microplastiques. On continue sur le thème des polluants.
C'est toi qui avais eu une forte envie qu'on en parle, en plus de s'arrêter au PFAS, tu voulais qu'on rajoute les microplastiques. C'est quoi les microplastiques? Toutes les particules de plastique qui sont inférieures à 5 millimètres. La raison pour laquelle c'est un sujet qui est de plus en plus présent, c'est assez récent en fait, à l'échelle de l'existence du plastique, mais ça fait peut-être 20 ou 30 ans qu'on sait que le plastique se dégrade lentement, particulièrement du coup se dégrade en particules inférieures à 5 millimètres. Le problème de ces tailles de particules, c'est que ça devient des particules qui commencent à s'accumuler dans la nature, dans les êtres vivants. Et dans le cas des microplastiques, les particules peuvent vraiment aller beaucoup plus bas que ça, à la taille des nanoparticules, donc moins autour du nanomètre. Pourquoi c'est un problème si elles deviennent aussi petites? Particulièrement dès qu'on est à la taille du nanomètre, là, ça passe dans les organismes vivants, ça passe dans le sang, ça passe dans plein d'endroits où on n'a pas trop envie qu'il y ait d'accumulation de autre chose que ce qui était prévu pour. C'est le gros problème de ces microparticules de manière générale, micro et nanoparticules, le passage dans le sang, dans les organes, et puis pas que chez l'homme, hein, évidemment, ça inclut, chaque fois qu'on dit ça, il faut bien prendre en compte que c'est tous les animaux qui ont touché aussi, les plantes aussi. C'est ça le problème, parce qu'après aussi, le plastique lui-même n'est pas dégradé par les organismes. C'est pas tout à fait juste ce que je dis, parce qu'on a récemment découvert des bactéries qui pouvaient dégrader le plastique. Mais bon, de manière générale, si on abandonne une bouteille en plastique, un sac en plastique, n'importe, dans la nature, 10-15 ans après, ce sera toujours là, quoi. Peut-être en un peu moins bon état, mais il est quand même toujours là. Si on a l'impression qu'on le voit moins, c'est aussi probablement parce qu'il s'est découpé en plusieurs parties, mais qui restent quand même existantes. Les deux facteurs qui dégradent le plastique en micro et nanoplastique le plus, c'est les UV et la chaleur. Les trucs sur la plage, quand on les voit plus, en fait, ils sont encore là, mais juste en tout petits morceaux. Si on fait un petit état des lieux de la présence des microplastiques, peut-être d'abord dans la nature. La nature est polluée avec les microplastiques, mais où ça? Un peu partout. On en revient un peu à ce qu'on disait avec les PFAS. Alors là, par contre, j'imagine qu'il y en a aussi une grande partie qui passe par le cycle de l'eau, Mm. parce que je réalise que l'une des sources que j'avais précisait pas ça. Mais il y a eu des collectes qui ont été faites dans des zones très reculées, dont l'Antarctique, et dans les neiges de l'Antarctique, il y a des microplastiques. Mm. Il y en a dans les sols aussi, ce qui pose problème pour l'agriculture. Les plantes récupèrent ces microplastiques et c'est comme ça que ça passe dans la chaîne alimentaire. Ensuite chez les animaux et ensuite chez nous, dans les océans et dans la mer. Beaucoup de gens ont sûrement entendu parler du 7e continent, qui est ce continent de plastique qui flotte Je crois que c'est assez gros, là. plusieurs fois la taille de la France, plusieurs millions de kilomètres carrés. Ouais. Dans notre tête, quand on voit 7e continent, on s'imagine une montagne de plastique qui flotte. Ça ressemble pas du tout à ça. Il n'est pas vraiment visible. C'est une zone où il y a beaucoup de plastique, mais c'est plus plein de déchets qui flottent dans l'eau. Ça fait partie du problème quand on tape 7e continent sur Google. La seule chose qu'on voit, c'est comme une déchetterie qui flotterait. Alors il y a des zones comme ça, mais les millions de kilomètres sont pas recouverts à beaucoup d'endroits. C'est surtout sous-marin et ça prend en compte les microplastiques. Donc c'est une zone où les microplastiques sont plus... Il y a une plus grande densité. Voilà. Voilà, plus grande densité, ouais. Je vois aussi, par rapport à ce continent-là, que on parle souvent de ce qui flotte, mais qu'il faut retenir que, en plus, la plupart des plastiques, donc là on est à plus de 2/3 de la masse des plastiques, ne va pas flotter. Donc ça coule et on la voit pas. Et après, comme justement dans la pollution qui nous occupe le plus là, c'est les microparticules. Du coup, on les voit pas. Exactement. Et c'est dans le cas de l'Europe, alors on a une mer très célèbre dans le coin qui est la Méditerranée et qui apparemment contiendrait plus de microplastiques au kilomètre carré que ce 7e continent de plastique. Ah, je savais pas ça, tiens. Ce qui en ferait la mer la plus polluée du monde. Donc, Super. ce qu'il faut vraiment réaliser avec la pollution de l'océan, c'est que la source principale de tous les polluants qu'on trouve dans l'océan et dans les mers, elles viennent de la terre. C'est pas la pêche, c'est pas les transports qui polluent le plus l'océan et les mers. C'est vraiment tout ce qu'on rejette depuis la terre vers l'eau.
Mm. Et donc, dans le cas de la Méditerranée, cette pollution au microplastique, c'est clairement le tourisme qui est la cause. Donc ça, c'est un peu les endroits évidents, on va dire, où j'imagine que tout le monde était au courant qu'il y avait du microplastique et des plastiques dans ces endroits. Mm. Il y a plein d'endroits qui sont plus cachés. Là, on va peut-être donner un exemple qui est en lien avec le nom du podcast, en tout cas, et c'est les sachets de thé. J'allais poser la question, s'il y a des microplastiques qui se retrouvent quelque part, donc dans la mer, dans les organismes, voilà, d'où ça vient. Et on en trouvait qu'il y avait des microplastiques libérés par les sachets de thé. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces microplastiques dans un sachet de thé? Alors apparemment, c'est assez énorme. Les sachets de thé, ils contiennent des microplastiques pour les fibres en fait qui composent le sachet. C'est pas forcément du plastique, mais il peut y avoir du plastique parce que même quand il est en papier, pour éviter que le papier se désagrège trop vite, des fois on utilise du plastique et on utilise aussi des PFAS. Donc retour sur l'épisode précédent. Mm. Comme on l'a dit juste avant, un gros facteur de dégradation du plastique, c'est la température. Or, le sachet de thé, on le plonge à 95 degrés ou 100 degrés dans certains cas. Et il y a eu une étude qui montre que ça dégage 11,6 milliards de microparticules et 3,1 milliards de nanoparticules. Ça correspond à des doses qui sont entre 300 fois à 3000 fois plus élevées que d'autres sources dans l'alimentation. Une source, pour comparer un peu, qui peut varier selon où on va boire de l'eau, mais en buvant de l'eau du robinet, on considère que, en gros, par année, on pourrait récupérer 4000 particules de microplastique. Donc ça, c'est une année de boire de l'eau du robinet, 4000 particules. Et tu disais combien de milliards pour une seule infusion de thé? Si on additionne les nanos et les microparticules, c'est en gros 15 milliards de particules. Donc c'est gigantesque. Je pense qu'il faut clairement éviter de boire du thé en sachet s'il n'y a pas clairement écrit dessus qu'il y a zéro plastique et en ignorant les PFAS. Mais avec cela en plus, ça aide pas. Ouais, je suis content d'utiliser du thé en vrac avec un filtre en métal. Ça, c'est une solution pour limiter. Le fait qu'il y ait du plastique mélangé aux fibres du sachet de thé, toi tu me disais que la source principale, peut-être pas sur l'échelle du monde, mais en tout cas dans certaines parties du monde, la source de pollution principale, c'est les textiles synthétiques. Comment ça se fait? Principal, je sais pas. En tout cas, majeur. Ouais. Parce que majeur, ça pourrait être 3 sources majeures à 20%, alors que principal, ça voudrait dire au moins 51%, dans ma tête en tout cas. Mais oui, une source majeure de la pollution aérienne, parce que le problème des micro et nanoparticules, c'est qu'elles deviennent suffisamment légères pour flotter dans l'air en continu. Et ouais, une source majeure de la pollution aérienne, c'est les textiles synthétiques. Tout ce qui n'est pas en fibre naturelle, globalement, c'est des fibres plastiques. Mm. C'est une très grosse généralité, mais à mon avis, ça couvre bien 90% des fibres quand on parle de ça. Oui, donc quand on a des choses qui ne sont pas en 100% coton, genre avec de l'élastane ou autre. Dès qu'il y a un peu de fibre synthétique, ça c'est du plastique. Et le problème de ces textiles synthétiques, c'est que on les porte littéralement sur nous. Alors il n'y a pas trop de passage dans la peau directement, mais notre nez est à 10 cm du t-shirt. Et donc toute la journée, en fait, on respire au-dessus d'une source de microplastique. Mm. Quand on dort dans des draps en synthétique, là, on a littéralement la bouche et le nez collés sur la source d'émission. Mm-hmm. Ça, c'est une source majeure pour tout ce qui est pollution aérienne. On parlera un peu après de limiter, mais c'est potentiellement quelque chose qui est assez facile à limiter. On avait mis aussi la conduite, la voiture, en fait, qui est une source de pollution pour ça aussi, avec les pneus qui se désagrègent sur la route. Les textiles, la conduite, c'est des sources importantes de pollution au microplastique. Pour la pollution aérienne, en tout cas. D'autres endroits où on trouve, c'est toute l'alimentation. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour limiter... Quoique, non, j'allais dire, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour limiter le plastique. Mais non, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour limiter les polluants dans le plastique quand il entre en contact avec la nourriture. C'est les BPA, etc. Là. Mais il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits pour éviter que les aliments soient en contact avec le plastique. Parce que il suffit d'aller dans un supermarché. Alors là, il n'y a pas forcément de chaleur, mais même sans chaleur, même sans UV, il y a une dégradation du plastique qui est naturelle et continue. Donc évidemment, manger des choses qui étaient stockées dans du plastique, ça augmente la quantité de plastique qu'on ingère. Et dans les endroits un peu plus inattendus, alors
C'est moins inattendu si vous avez écouté ce qu'on dit il y a 5 minutes, mais le sel de mer contient beaucoup, avec des guillemets, mais contient quand même une présence non négligeable de microplastiques. Mhm. Il vaut mieux éviter le sel de mer, il faut prendre du sel de... comment ça s'appelle? Le sel de mine, qui était du sel de mer à la base, hein, mais sauf que c'était à une époque où il n'y avait pas d'humain et donc pas de plastique. En Suisse, d'ailleurs, le sel qu'on trouve dans le supermarché, c'est principalement du sel qui vient de mine. Oui, ouais. Enfin, sauf ce qui est importé, mais moi j'ai l'impression que la plupart du temps, les boîtes de sel que j'ai vues à chaque fois, c'était des mines en Suisse. La formation des Alpes, du coup, ça a piégé pas mal, j'imagine, ou ça a fait remonter, disons, du sel qui était piégé. Ouais. Tant qu'on est sur la mer, où il y a une accumulation de microplastiques dans le sel, bah, malheureusement, il y en a aussi dans les poissons, parce que bah, comme ils nagent dedans et qu'ils se nourrissent là-bas, mais du coup, ils se nourrissent aussi de microplastiques et ça s'accumule chez eux. Et bon. C'est ce qu'on disait à la fin de l'épisode précédent aussi, il y a cette histoire de les polluants s'accumulent dans la chaîne alimentaire et plus on est haut dans la chaîne, plus la densité de polluants augmente. Mhm. Si on réduit la chaîne à 3 étapes, en gros, il y a les plantes, les autres animaux que nous et nous. Mhm. Si on mange beaucoup de poissons ou beaucoup de viande aussi, parce que la plupart de la viande qu'on mange, elle mange des plantes, la densité de polluants est supérieure chez les autres animaux que nous et les plantes. Et puis du coup, j'imagine que nous, on est encore plus pollués que les animaux qu'on mange. J'imagine. Ouais, peut-être. L'une des sources qu'on avait disait que 60% des poissons sur 200 espèces différentes contiennent des particules de plastique. Les autres sources aussi, juste pour mentionner ça, peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire qu'on en trouve aussi dans des bouteilles en verre. Comment est-ce possible? Parce que des bouteilles en verre qui contiennent du microplastique, ça viendrait d'où? De manière surprenante, c'est les capsules, parce que les capsules des bouteilles contiennent une couche en plastique. Ouais. Et c'est uniquement ça qui polluerait le contenant de la bouteille. Et dans des doses qui sont des fois supérieures aux bouteilles en plastique. Mais il y a un point que toi, tu avais noté qui est important à prendre en compte dans ce cas-là. J'ai entendu une interview de Rhonda Patrick. Docteur en sciences biomédicales. Elle voulait un peu nuancer. Donc oui, c'est pas super hein, qu'on en retrouve des microplastiques dans des bouteilles en verre. Et il faudrait corriger la situation. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Mais elle nuançait un peu la sévérité du truc parce que c'est la taille des particules qui compte. Et dans le cas de celles qu'on retrouve dans les bouteilles en verre, les particules sont assez grosses, ce qui fait qu'on a tendance à pouvoir les éliminer. En fait, elles ne vont pas passer la barrière de l'intestin. Celles qui arriveraient à le faire, elles sont quand même trop grosses pour passer des barrières pour aller dans le cerveau. Voilà. Il y en a plus que dans des bouteilles en PET, mais c'est moins pire que celles qu'on retrouve dans les bouteilles en PET parce que celles-ci sont vraiment super petites et on va retrouver après des molécules de microplastique dans le cerveau, de bouteilles d'eau qui auraient été laissées au soleil, par exemple. Il y a d'autres endroits où on trouve du plastique et on ne va pas forcément tous les citer ici. Dans les show notes, il y aura toutes nos sources, donc si vous voulez aller voir en détail, vous pourrez. Mais maintenant, oui, la question qui se pose, c'est est-ce que ça a un impact sur notre santé? D'après certaines études, on ingère quand même une grosse quantité de plastique, au point où la moyenne humaine serait de l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Ce qui est quand même beaucoup. Alors sortez une carte de crédit de votre porte-monnaie et imaginez-vous en manger une par semaine. Alors ça fait beaucoup. Ce type de moyenne, il faut quand même toujours le prendre pour ce que c'est. C'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui en mangent plus, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui en mangent moins. Et après la question c'est dans quel sens est-ce que on est proche de ça pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a vraiment deux extrêmes d'un bout à l'autre de la chaîne et en fait on se retrouve à 5 grammes au milieu? C'est une moyenne, mais ça reste quand même une quantité impressionnante. Et est-ce qu'il y a des risques connus? Qu'est-ce qu'on sait sur ce point? C'est toujours un peu difficile de raconter tout ça en fait, dans le sens où comme il y a plusieurs types de plastique, est-ce qu'ils font tous le même effet? Bon, mais les choses qu'on peut un peu dire quand même. Il y a accumulation de microplastiques dans le foie, ce qui fait que il va fonctionner un peu moins bien. Et alors là, je lis les notes, mais j'avoue, je ne sais pas exactement de quoi il en retourne. Ça peut causer une stéatohépatite non alcoolique. Tu sais ce que c'est? Comme une cirrhose, mais qui ne viendrait pas de l'alcool.
L'accumulation dans le foie, en tout cas, elle est connue, elle est avérée, dans le sens où il y a eu des mesures faites. Ce qui n'est pas encore clair, c'est est-ce qu'il y a un lien direct? Parce que, si je dis pas de bêtises, la source de cette étude, c'est en gros, ils ont pris des personnes qui étaient malades, qui étaient atteintes de cirrhose ou de cette maladie du foie gras, Mhm. et ils ont fait des mesures de microplastique. Et il s'avère que dans les deux cas, que ce soit alcoolique et non alcoolique, il y a une accumulation qui était élevée. Ok. Il y a un peu des choses similaires avec les maladies respiratoires, l'asthme ou ce type de choses. Est-ce qu'il y a un lien direct? Malheureusement, c'est pas clair, mais il y a une corrélation. Parmi les autres effets possibles, on peut noter aussi des atteintes au système cardiovasculaire, des atteintes rénales, des atteintes au système gastro-intestinal, des problèmes neurologiques, des problèmes reproductifs, des problèmes respiratoires, et les habituels, où là on n'a peut-être pas un taux de certitude extrêmement élevé sur qu'est-ce qui cause quoi, mais les habituels cancers. Il me semble me souvenir, mais là j'ai pas la source sous les yeux, j'avoue, que les BPA particulièrement favorisent Alzheimer, cancer. Voilà. Donc c'est bien qu'on les ait interdits dans les contenants de nourriture, mais bon, jusqu'au milieu des années 2000, il y avait des BPA dans plus de 90% des biberons, par exemple. Puis on en retrouve quand même encore ailleurs, hein, des BPA, j'imagine, peut-être dans des contenants plus de produits cosmétiques ou de ménage ou autre. Donc, bon, ouais, je pense que ce serait une substance qui serait bien de bannir complètement, mais... Les interdictions, ça date de 2008 au plus tôt. Canada 2008, Belgique 2011, France 2015. Ça fait que 10 ans. On a tous probablement encore des choses en BPA à la maison parce que... Ce point, il est important, c'est que dans les plastiques, il y a plein de produits divers et variés qu'on rajoute au plastique pour lui donner des propriétés qu'on souhaite qu'il ait. Est-ce qu'il faut qu'il soit mou? Est-ce qu'il faut qu'il soit dur? Le BPA, par exemple, il était à la source de cancer et c'est un perturbateur endocrinien. Pour ces raisons-là, ça a finalement été interdit. Le problème, c'est que ça a été interdit dans tout ce qui était en lien avec l'alimentation. Mais il y en a dans les fibres textiles, synthétiques. Donc en fait, même si on l'a interdit dans l'alimentation, comme on vient de dire juste avant, l'une des sources majeures de pollution aérienne, c'est les textiles synthétiques. Donc en fait, on respire du BPA. C'est pour moi le problème qui est majeur avec la pollution, avec cette pollution au microplastique, c'est qu'en fait, c'est un vecteur pour d'autres polluants. C'est-à-dire que même si le microplastique lui-même n'avait pas d'impact, parce que peut-être que le problème de toutes les perturbations qu'on a citées avant, c'est uniquement les choses qui ont été ajoutées au plastique qui nous font ça. On ne sait pas trop. Dans tous les cas, ce que ça veut dire, c'est que beaucoup de ces produits qu'on a éliminés de notre alimentation, on continue à les ingérer via d'autres voies, les voies respiratoires en l'occurrence. Si on revient sur les effets pour la santé, le truc c'est que des effets négatifs sur la santé, il y en a de nombreux et plutôt importants de la part de plein de microplastiques différents et de composés qui seraient dans ces microplastiques-là. Et qu'on a beau les interdire quelque part, ils restent ailleurs. Là, comme tu disais, les BPA, on les a interdits en contact avec la nourriture. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas, ils étaient utilisés pendant très longtemps aussi dans les tickets de caisse. Ce qui fait que les personnes qui manipulaient régulièrement des tickets de caisse, comme les caissiers et caissières, quoi, s'empoisonnaient au BPA à un rythme non négligeable. Et comme tu dis aussi, si ça se trouve qu'on les utilise encore dans des fibres, on les a interdits pour la nourriture, très bien, tant mieux. Mais il en reste ailleurs et on n'en est pas sorti malheureusement parce que les plastiques, à part ça, ça reste des produits qui sont super bien et difficile à remplacer dans le sens où pour l'hygiène c'est très bien, ça se nettoie facilement, c'est léger, ça permet de transporter les trucs aussi de manière très pratique, ça résiste à plein de choses, c'est pas cher à produire, donc on a une dépendance au plastique due à ça qui est importante et de les remplacer au fur et à mesure, tout n'est pas facile. Personnellement, pour limiter mes expositions, j'essaie de remplacer le plastique chez moi par des contenants en métal, des contenants en verre, des outils en bois. Mais est-ce que la bouteille de PET, on peut toutes les remplacer par des bouteilles en verre? Je pense pas facilement, parce que c'est plus lourd, c'est plus compliqué à gérer. Il y a plein d'autres problèmes aussi.
Il y a beaucoup d'espoir, je pense, peut-être aussi sur des nouveaux composés à base de champignons, par exemple, qui pourraient être, peut-être, on espère, plus neutres pour l'environnement et avec moins de risques. Mais d'ici que les transitions se fassent et que on soit sûr que ce soit sûr, Oui. parce que tout d'un coup, on va se rendre compte que ah ben non, finalement, c'était toxique aussi. Bon, du coup, c'est pas gagné, quoi. Là, je viens de mentionner en passant quelques petites choses que je fais pour essayer de réduire mon exposition, c'est-à-dire privilégier du métal, du verre, du bois. Est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu essayes de faire pour limiter ton exposition? Les fibres non synthétiques. Donc, utiliser coton, lin. Alors, le coton a plein d'autres problèmes écologiques parce que on n'en produit pas en Europe. Par contre, en Europe, on produit du lin, du chanvre aussi, qui peut être utilisé comme textile. Donc, il y a des alternatives. Le problème de toutes ces choses systémiques, c'est que dès qu'on cherche une alternative, elle a d'autres problèmes. On peut revenir aussi à un truc assez simple qui fait que si on change pas d'habit tous les 3 mois, en vrai, ça va, quoi. On peut mitiger un peu l'impact du coton qui a ses propres problèmes en changeant pas d'habit tout le temps. Il y a aussi toutes ces notions de fast fashion, etc. qui... L'impact après entre des habits en coton et des habits en tissu synthétique, ma foi, c'est quand même meilleur d'avoir des habits en coton, hein. Qu'est-ce que tu fais d'autre à part essayer de prendre des habits en fibre naturelle? Tout ce que tu as cité aussi, donc tout ce qui est lié à la cuisine, qui est en tout cas en contact avec du chaud, Mm. on évite au maximum. Pas on évite, on n'a plus de choses qui sont en plastique. On a du silicone par contre, qui n'est pas un plastique, mais là, pareil, il y a une question. J'ai pas trouvé de recherche à propos de micro-silicone. Est-ce que le silicone se désagrège en micro et nanoparticules? Apparemment, il n'y a pas de source à propos de ça encore. Dans l'état actuel des connaissances, le silicone, on le connaît comme extrêmement stable, Mhm. ce qui fait que je ne sais pas si on a des microparticules de silicone, quoi, mais dans le cas où on en avait, il y aurait apparemment pas d'impact en fait. Souvent, on parle de silicone comme si c'était une seule chose, mais il y a plein de silicones avec plein de mix différents. Donc le silicone médical, oui, on l'utilise justement parce qu'il est extrêmement inerte. Ouais. Mais je ne sais pas si ma spatule en silicone, elle est de qualité médicale. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des mélanges à l'intérieur qui fait que c'est pas la même molécule. Je sais pas trop, ça reste mieux, on n'en a pas beaucoup. Les choses dont on peut pas se passer, une Maryse par exemple, je vois pas comment on peut en faire une en bois par exemple. Effectivement. Donc ça, il n'y a pas trop le choix, et ça c'est pas trop en contact avec du chaud dans tous les cas, donc disons que ça me va. Quelque chose dans la cuisine qu'on n'est pas encore arrivé à remplacer, on a plein de petites boîtes pour congeler des choses. Moi j'ai pareil, elles sont encore en plastique. On a commencé à regarder, hein. On avait testé des trucs en silicone, mais c'était ceux qu'on avait testés en tout cas, c'était nul, c'était pas étanche. Ça finissait toujours par s'ouvrir un peu, donc en fait, tout séchait dedans. Ou s'humidifier selon la période ici. Ce qu'on a considéré, c'était tous les remplacer par des choses en verre, mais alors là, enfin en verre ou en Pyrex, hein. Quand je dis verre, j'ai aussi Pyrex dans la tête. Mais là, il y a eu des histoires de poids et de manipulation. On en a vraiment beaucoup de ces boîtes. Si on remplaçait tout par du Pyrex, on aurait 30 kilos de matériel dans les tiroirs, je crois. Sinon, il y a le métal potentiellement, mais on n'a pas encore trouvé de bon... Quand je dis bon, c'est quelque chose qui sera adapté à notre cuisine et aux quantités qu'on utilise. Mais je pense que trouver des contenants en métal, ça serait, dans le cas de la congélation, la chose la mieux, à mon avis. Parce que ça peut être relativement léger et pas très épais. Parce que le Pyrex, c'est quand même assez épais. Les trucs les plus faciles à mettre en place et qui en plus sont probablement des sources assez importantes de microplastiques dans la cuisine. Je vois encore pas mal de gens qui utilisent des saladiers ou des culs de poule, donc en gros des bols gigantesques pour mélanger des choses en plastique. Mélanger avec un fouet en métal sa pâte à gâteau dans un moule en plastique, ça doit certainement arracher plein de particules de plastique. Voilà. Utiliser des saladiers et des culs de poule en métal et en verre. La question, c'est quelle est la taille de ces particules. C'est vrai. Dans le doute, acheter un saladier en aluminium pour mélanger. Ou en verre, mais... Ouais, ou en verre. Nous, on en a en alu. Pareil pour les planches à découper. J'ai une planche à découper en bois. Et puis, l'eau en bouteille. Éviter le plus possible les trucs en pète. Et si vous en avez, surtout pas les laisser au soleil. Et éviter de les réutiliser. Alors, c'est marqué dessus, hein, normalement, qu'il faut jamais les réutiliser, mais tout le monde l'a fait.
Parce que c'est vraiment la dégradation, elle se fait sur le temps avec, comme on a dit, la chaleur, les UV, donc la bouteille qui reste dans une voiture au chaud, potentiellement à la lumière. C'est pas génial. Alors, je dis ça potentiellement pour certains auditeurs qui m'écoutent. Ils se reconnaîtront, c'est ça? C'est ça. Mais après, ouais, pour la plupart des gens, l'exposition principale dans son lieu de vie, à mon avis, ça va être les textiles et la cuisine. Dans la cuisine, le plus simple, c'est éviter tout contact de plastique avec de la chaleur. Tant que c'est à température ambiante, oui, ça en diffuse, mais 300 à 3000 fois moins apparemment. Donc, vous n'avez pas besoin de tout jeter maintenant et remplacer dans la foulée. Mais en premier lieu, évitez tout contact avec la chaleur. Ça, c'est vraiment pas de plastique au micro-ondes, pas de plastique proche d'un feu, enfin... Ce qui me rappelle la difficulté qu'on a eu à trouver une bouilloire qui soit en verre et métal et pas en plastique. Voilà. Même encore aujourd'hui, c'est pas facile. Mais alors, si votre bouilloire elle a plus de 20 ans, probablement plein de BPA, changez de bouilloire. Je pense à autre chose. Dans notre cuisine, on a un compagnon de Moulinex, un genre de Thermomix qui n'est pas un Thermomix. Et certains éléments, les hachoirs et ce type de choses, bon, la lame est évidemment en métal, mais c'est maintenu par un bloc plastique et ça chauffe pendant la cuisson potentiellement. C'est pas ouf, mais est-ce qu'il en existe sans plastique? Je ne crois pas. Moi, j'ai ça pour c'est un mixeur plongeant, mais il y a un adaptateur pour râper des choses. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand disque sur lequel on va insérer la râpe. Ce qu'on va vouloir râper est en contact la plupart du temps avec le disque en plastique qui tourne. Donc, j'imagine qu'avec le frottement, ça chauffe. Donc, il y a frottement et température. Ouais. En même temps, si je dois hacher ou découper en petites tranches beaucoup de pommes, ça me fait gagner beaucoup de temps, mais ça me fait pas très envie, hélas. Tout est toujours une question de limitation, de toute manière. Si on limite les vecteurs les plus évidents et aussi les vecteurs les plus forts, potentiellement, l'impact ne sera pas forcément énorme. À ma connaissance, il n'y a pas de dose, comme par exemple les PFAS, où maintenant il y a des doses définies en disant telle dose annuelle, ça devient dangereux, en dessous c'est OK. À ma connaissance, pour le plastique, il n'y a pas ça. Donc c'est un peu dur à dire, est-ce que c'est suffisant ou pas, mais moi je prends quand même le parti, en tout cas dans ma vie, de dire j'élimine les zones les plus massives, on va dire celles qui participent le plus à cette pollution. Et les petites choses accessoires que j'utilise peu souvent, tant pis, si j'arrive à trouver une solution autre, ce sera très bien. Essayer de remplacer tout ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a quand même une très forte dépendance à ces plastiques-là. On en revient à ce qu'on disait la dernière fois, c'est encore au consommateur de faire l'effort, c'est encore au consommateur de payer pour remplacer les choses. Et puis remplacer, ça veut dire aussi polluer. Où est l'équilibre là-dedans? Mais ça fait mon point qui est de dire qu'on n'a déjà pas le temps de juste vivre. Et en plus, on doit faire le travail qui devrait être fait par les industriels et par les gouvernements. Voilà, alors ça m'énerve. Ouais. Je veux bien admettre que, à l'inverse des PFAS pour les plastiques, on s'en rendait pas compte, puisqu'il nous a fallu un moment pour constater qu'il y a une accumulation et constater qu'il y a des problèmes. Ça allait pas de soi, quoi. Maintenant, la vitesse à laquelle on pourrait corriger le truc est effectivement très compliquée parce que justement, ces plastiques sont aussi utiles et ont permis de faire des trucs si bien. C'est dommage que ce soit un peu un cadeau empoisonné. Et de se poser un peu la question de a-t-on vraiment besoin de plastique partout? Parce que je pense pas qu'on puisse s'en passer complètement, mais au moins on peut réduire un peu notre dépendance à ces plastiques-là. Et que non, c'est plus que d'arrêter d'utiliser des sachets en plastique qui effectivement se retrouvent dans les décharges. Voilà. C'est pas que ça le problème, quoi. Ça, c'est le truc le plus visible dont on a le plus parlé, mais en vrai, le problème, il est plus complexe et il est plus invisible parce que justement, c'est des microparticules, quoi. Juste par rapport à la cuisine, je sais que nous, on essaye en tout cas d'acheter principalement en vrac aussi. Et donc, pareil, stocké dans du verre et des choses comme ça. Donc ça, c'est une manière de limiter tout ce qui est pré-emballé dans du plastique et qui a tendance à rester longtemps, avec des guillemets pour le longtemps, dans du plastique. Mais ça peut être une autre solution, mais de nouveau, c'est encore... Enfin, il y a encore plein d'autres choses à gérer avec le vrac.
Ouais. C'est pas forcément une solution pour tout le monde, ne serait-ce que la disponibilité de magasins de vrac ou de choses comme ça. C'est effectivement facile à dire quand on habite dans des villes assez grandes et puis quand on a le temps d'y aller aussi. Et peut-être les moyens, parce que des fois, c'est aussi un peu plus cher, malheureusement. Un peu. L'une des raisons qui a fait qu'on a commencé à réduire nos achats de vrac, c'était en partie le prix. Dans certains cas, certaines choses où on a dit ouais non ça il faut qu'on arrête de l'acheter en vrac parce que c'est clairement plus cher et on peut pas forcément se le permettre. Je trouve que ça dépend beaucoup des produits. Moi, il me semble, par exemple, Oui, il y a que des choses. le riz au magasin de vrac où je suis, mais là aussi, c'est peut-être lié au magasin lui-même, tu vois. Mais il me semble que le riz, comme ils doivent en acheter des grandes quantités, il est moins cher que le riz que je pourrais acheter dans les supermarchés classiques, quoi. Mais oui, l'huile d'olive, alors évidemment, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Ouais. Bon, enfin voilà. Encore des devoirs pour l'été. Juste avant qu'on se quitte, une petite interruption en direct du banc de montage, parce qu'entre le moment où on a enregistré l'épisode et le moment où on va le publier, deux actualités sont survenues et il nous paraissait intéressant de vous en parler. La première, c'est qu'une étude française a analysé la qualité de l'air à l'intérieur de logements, de bureaux et de voitures et y a malheureusement trouvé des concentrations extrêmement élevées de particules fines issues des plastiques. Une concentration jusqu'à 100 fois plus élevée que ce qu'on croyait jusqu'ici. Et ces particules seraient issues de textiles, de meubles, de câbles ou encore des moquettes. Et enfin, dans le courant du mois d'août, 185 pays s'étaient réunis à Genève dans l'espoir de se mettre d'accord afin de rédiger un texte contraignant pour lutter contre la pollution des plastiques et microplastiques qui va empirant. Et malheureusement, après 10 jours d'intenses négociations, ils n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord. C'est donc un processus qui a débuté il y a plusieurs années et qui continue sans avoir abouti sur malheureusement quoi que ce soit pour l'instant. Alors on a parlé de tout, sauf d'une chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on a bien aimé ce podcast, si on l'a trouvé intéressant, parce que je ne sais pas si on peut aimer apprendre plus sur de la pollution planétaire, mais où est-ce qu'on peut nous retrouver, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça vous a intéressé, partagez-le déjà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit du bouche à oreille physique, j'ai envie de dire. Pour le partager, déjà, depuis votre application, souvent il y a un truc partage. Sinon, il y a évidemment notre site, tâche avec un s-2-t.fm. Sur notre site, il y a il y a tous les épisodes déjà. Vous pouvez les écouter sur le site aussi si vous voulez. Et puis, il y a des liens vers les différentes plateformes de réseaux sociaux où on est présent. Mais oui, de manière générale, c'est le bouche à oreille qui est le mieux. Parlez-en autour de vous. Parler en physique. Puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, à plus. Ciao, ciao. On est d'accord qu'on a la même bouilloire toujours. On a la même bouilloire, oui, tout à fait. Le couvercle est quand même encore en plastique, malheureusement. Hélas.